Comment motiver mes enfants ou mes élèves? Dans les deux premières vidéos, nous avons déjà vu 4 conseils. Conseil numéro 1, remettre son comportement d'adulte en question. Numéro 2, éviter les motivations externes. Numéro 3, ne pas professer mais créer un environnement. Numéro 4, expliquer la courbe de décélébration cognitive aux élèves. Certains élèves ne parviennent pas à se motiver pour des apprentissages. Une cause majeure, c'est le syndrome de l'enfant roi. Comme il ne supporte pas la frustration faute d'entraînement, il ne persévère pas assez longtemps dans la difficulté de l'apprentissage pour recevoir sa récompense, l'endorphine. La télévision, le zapping, le consumérisme, le tout de suite, les comportements multitâches contribuent tous à baisser le seuil de frustration des enfants et donc à parasiter son système de motivation, tuant le plaisir d'apprendre. Le laxisme des parents, des profs ou de la société en général est un fléau anti-motivation. L'extrême inverse, l'autoritarisme, a d'autres effets indésirables. Le juste milieu, faire autorité, donne les meilleurs résultats. Non, il n'est pas normal d'avoir son smartphone à table. Oui, tu vas attendre Saint-Nicolas plusieurs mois et donc non, tu n'auras pas de bonbons ou de soda aujourd'hui. Non, tu n'es pas multitâche et donc tu ne peux pas étudier en regardant la télé en même temps. Et oui, il faut de la patience lorsqu'on cuisine un tiramisu puis qu'on le laisse 24 heures au frigo avant de le manger. Conseil numéro 5, faites autorité. L'autorité et la motivation sont indissociables, mais ce n'est pas une vidéo sur l'autorité. Revenons à nos moutons. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il faut être capable de faire un effort inconfortable suffisamment longtemps que pour pouvoir se dire « Eureka, j'ai trouvé !» et recevoir un shoot d'endorphine dans son cerveau. On me demande souvent ce que je fais avec des enfants qui n'en sont pas capables. Comment remotiver un élève incapable de faire un effort? D'abord, je réponds que c'est pas moi qui l'ai cassé, que cet enfant fonctionnait probablement très bien à la naissance. Plus sérieusement, j'ai une foule de réponses à cette question et le mettre sous camisole chimique n'en est certainement pas une. Je vais vous donner une de ces réponses dans cette vidéo. Quand je reçois un tel élève, je commence par reconstruire le lien entre effort et récompense. Lorsqu'il fait un travail scolaire, l'élève doit déjà saliver rien qu'à penser au shoot d'endorphine qui va arriver. Pour cela, il lui faut des petites victoires. Par exemple, dans Sauve l'école, si vous vous souvenez bien, on me confie des élèves de 6 ans tellement sauvages qu'ils mettent leur vie en danger. C'est le chapitre 5, l'école fantôme, et assez vite, je me rends compte qu'ils sont incapables de se concentrer plusieurs heures pour apprendre à lire. Même lorsque je suis très convaincant, cela ne sert à rien. Leur cerveau finit par fermer les apprentissages. J'établis alors le rythme suivant. S'ils parviennent à se concentrer 30 minutes, nous allons directement après jouer dans les jardins. 30 minutes. Donc ils alternent 30 minutes de travail et 30 minutes de jeu. Et je peux vous dire qu'en travaillant, ils surveillent l'horloge de près. Le fait de savoir que ce serait 30 minutes et pas une de plus les sécurisait, car cela semblait à leur portée. À l'école du dialogue, un élève qui en a marre de travailler ses maths après 40 minutes sait qu'il peut se lever et faire 5 minutes de sport, par exemple. Avec les élèves qui ont des grandes difficultés à se concentrer, nous mesurons avec eux leur progrès. Combien de temps es-tu capable de te concentrer avant de faire une pause? Conseil numéro 6. Rétablir le lien entre effort et endorphine. Grâce à ce cadre, ils remusclent leur sens de l'effort, ce qui met à leur portée des objectifs de plus en plus ambitieux. Lorsqu'un enfant n'a pas de cadre éducatif, cela ne marche pas. Il ne muscle rien et on produit des handicapés de l'effort qui, adultes, seront très malheureux et démunis car incapables de s'entreprendre. Être capable de se prendre en charge et entreprendre des projets est une des valeurs fondamentales de l'école du dialogue. Nous l'appelons empowerment. C'est difficile à traduire. Les Québécois disent empouvoirment. Je préfère empowerment.